Électron libre, une émission qui se propose de poser la question multiforme: comment va notre Terre? Notre Terre qu'on peut appeler à juste titre notre Terre-mère. Comment certains de ses habitants, appelés Homo sapiens, se sont appropriés ses richesses au détriment des autres et de la bonne santé de la totalité. Comment va notre Terre-mère? Pour aborder ces vastes questions, il y a derrière les micros de Radio RCF Besançon quelques personnes spécialistes dans leur domaine au temps de leur vie active. Il y a Jean-Yves Crétin, qui était enseignant-chercheur en écologie, spécialiste des insectes. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Il y a aussi aujourd'hui Paul-Marie Guinchard, qui a dirigé de longues années l'ADEME, qui est devenue aujourd'hui l'Agence de la transition écologiste. Et puis, au fur et à mesure des émissions, il y a des invités surprises. On va aller aujourd'hui dans un lieu fort sympathique, comme un affluent de l'Alou du côté de Clairon. J'ai dit la réserve du vallon de Valbois avec Emmanuel Crétin. Là, je laisse la parole à Paul-Marie. Oui, merci pour cette introduction. Alors, cela fait déjà, je crois que la 6e émission que l'on va au cours de laquelle on va aborder la problématique de la forêt, enfin le sujet de la forêt. Il apparaît comme vital dans la lutte contre le changement climatique et le dérèglement climatique. Et du slogan « Protégeons nos forêts » qui sont des puits de carbone, en passant par des opérations de communication incitatives comme celle portée par l'association 1 million d'arbres, mais le sujet s'avère plus complexe que l'on croit. Et c'est en tout cas ce que nous ont montré les émissions précédentes. Souvenez-vous, que ce soit avec l'approche culturelle et militante du Parlement de la forêt de Chaillu, ou que ce soit la place du vivant et de la forêt dans les approches nationales et régionales de l'ADEME, donc de l'agence que je dis quelquefois de la trahison écologique, parce qu'il y a quelquefois des sujets qui sont relativement ambigu, je vais me faire taper sur les doigts un jour. Donc là, par contre, il y a un travail extraordinaire qui avait été fait par la direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté, qui avait pour titre Agir avec le vivant, ou encore la question de la santé des arbres et de nos forêts, c'était le sujet des 2 dernières émissions. Certes, la forêt, mais savons-nous réellement ce qu'est une forêt? Qu'est-ce qu'une forêt de chez nous? Qu'est-ce qui se passe dans la forêt où il n'y a pas que des arbres, des loups et des champignons? Alors, pour conclure le cycle que nous devrons certainement réouvrir un jour, nous avons invité Emmanuel Crétin, qui est conservateur de la réserve nationale naturelle du ravin de Valbois. Je ne sais pas si c'est le titre exact, mais vous nous préciserez ça. Et pour qu'il nous parle de ce programme bien particulier qui aborde donc les raisons de la création d'une réserve et ce que cela peut apporter d'observation au long terme, bien évidemment, d'une forêt sous haute surveillance. Une forêt et une réserve naturelle. Vous êtes qui? Bonjour, moi je suis Emmanuel Crétin, je suis effectivement le conservateur de la réserve naturelle du ravin de Valbois. Alors conservateur depuis une année, j'ai remplacé Dominique Langlois qui est parti en retraite. Et en fait mon employeur c'est le conservatoire d'espace naturel de Franche-Comté qui est le gestionnaire de cette réserve nationale. Comment devient-on conservateur d'un espace naturel? Quelle formation? Alors ma formation, pour ma part, je dirais qu'il y a plusieurs origines possibles. Moi, pour ma part, j'ai plutôt donc un enseignement universitaire où j'ai côtoyé d'ailleurs Jean-Yves comme prof quand j'étais à Besançon. Sympathique comme prof. Ah, ouais, c'était un prof très sympa, puis qui moi m'a donné envie en tout cas de faire ce métier-là justement. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Voilà, et c'est partie des gens en tout cas qui m'ont ouvert l'esprit par rapport à l'écologie. Après c'est un bac plus 5 en université, jusqu'à la maîtrise j'étais à Besançon, et puis après j'ai fait ce qu'on appelait un DSS qui équivaut au Master 2 maintenant, à Dijon, avec Bernard Frochot aussi, une autre personnalité également très intéressante. D'accord. Et qui est votre employeur en tant que tel, ou présentant quelques mots l'institution, le conservatoire? Alors le conservatoire qui est mon employeur, le conservatoire d'espace naturel de Franche-Comté, donc c'est une association qui est régie par la loi des associations de 1901, qui compte donc un conseil d'administration, une présidente, et puis un directeur et une quarantaine de salariés aujourd'hui. Les conservatoires sont fédérés au niveau national, il y a un conservatoire dans chaque région sauf en Bretagne, mais bon ça va venir, et on est fédéré au sein d'Espace Naturel de France. Voilà, c'est un réseau national. Alors les conservatoires et le conservatoire, qu'est-ce qu'il fait? Il agit en fait, l'objectif c'est agir pour la préservation des milieux naturels, les paysages et la biodiversité, en gérant ces sites, mais en partenariat avec les autres acteurs locaux. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les propriétaires, qu'ils soient publics, privés, avec les
Les exploitants agricoles, on travaille beaucoup avec les exploitants agricoles. Combien d'hectares? On gère à peu près 180 sites pour 2800 hectares et le conservatoire en Franche-Comté gère 5 réserves naturelles. La réserve de Valbois, qui est une réserve nationale, et 4 autres réserves naturelles régionales. Voilà, donc on travaille beaucoup avec les acteurs locaux, soit par convention, mais les conservatoires peuvent aussi faire l'acquisition de terrain. Après, on travaille soit en gestion directe, soit avec des agriculteurs le plus souvent. Voilà. Vous parlez de convention, mais est-ce qu'il y a un lien avec l'État ou avec, par exemple, le ministère de l'écologie, ou ça dépend des époques? Il y a des liens tout au moins déjà financiers, puisque par exemple sur la réserve naturelle du ravin de Valbois, donc c'est une réserve nationale instituée par un décret ministériel. 1982, je crois. 83, exactement. On a fêté les 40 ans de la réserve naturelle l'année dernière. D'accord. Et en fait, évidemment, une réserve nationale, il y a des crédits du ministère de l'écologie. Voilà, donc on a effectivement une relation proche entre le conservatoire et l'Adréal Franche-Comté. Adréal qui est le ministère déconcentré en région, en fait. D'accord, ok. Et les autres partenaires, ils interviennent financièrement dans le fonctionnement? Oui, alors il y a d'autres partenaires financiers, évidemment. Il y a les agences de l'eau, il y a la région Franche-Comté, il y a le département du Doubs, il y a des collectivités territoriales. Voilà, je vais certainement en oublier, mais oui, il n'y a pas que l'État qui est partenaire financier du conservatoire. Est-ce que vous pourriez préciser le lieu j'ai parlé d'un affluent de la Loue du côté de Clairon. Vous pouvez préciser le lieu de ce ravin-là? Alors, ce ravin, cette réserve naturelle du ravin de Valbois, elle est située dans une entité plus générale, plus globale, qu'on appelle la vallée de la Loue. Donc, on se situe à peu près à 25 km au sud de Besançon. On est entre la réserve, c'est entre Clairon et Ornans, pour simplifier. Cette réserve, elle est sur 2 communes, Clairon et Chassagne-Saint-Denis. Voilà, et effectivement, c'est une reculée. Alors une reculée, c'est un terme bien jurassien. C'est une vallée en fait qui entaille le premier plateau calcaire, vallée très profonde avec des parois abruptes et qui finit en cul-de-sac en général, soit avec une résurgence, ou là, à Valbois, c'est une cascade. Et c'est le ruisseau de Valbois qui traverse ce vallon et qui vient se jeter à Clairon dans la Loue en rive gauche, un affluent en rive gauche de la Loue. Oui. Un lieu qui s'appelle le Pater, mais ça on ne sait pas comment est venu ce nom-là. Plus exactement, c'est la confluence avec la Loue se fait au niveau du moulin de Grier, mais qui a tout ce secteur-là effectivement est à proximité du Pater. Et c'est quand même la particularité de cette réserve naturelle, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est une réserve naturelle essentiellement privée. À 90%, elle appartient à la famille Dessay. Montbéliard. de Montbéliard, je crois. Et une famille qui est attestée depuis au moins 1000 ans sur le secteur. J'ai fait quelques recherches, 1208. Voilà, tout à fait. Et le château, là au-dessus, c'est aussi... Alors le Castel Saint-Denis leur appartient également, même s'il a été rénové par convention par la communauté de communes Louison, voilà, mais ça leur appartient également. Oui, il y a des travaux tout l'été avec des particuliers. Oui, depuis 20 ans, au moins 20 ans, il y a des travaux de réhabilitation de ce château, avec notamment une association de réinsertion, l'association API 25. Voilà. C'est ça, qui est essentiellement de la mise en sécurité au début, autant que je me souvienne, et puis qui effectivement fait qu'aujourd'hui... Parce que les murs ne tombent pas. Oui. Voilà. Je crois qu'il y a eu quand même des morceaux de reconstruction. Oui, il y a eu des reconstructions, il y a eu de la sécurisation, effectivement, et en vue quand même d'une ouverture modérée, mais une ouverture au public. Voilà, donc en quelques mots, je dirais le cadre général. Donc venons-en un petit peu plus sur une dimension, je dirais un petit peu scientifique. Dans les faits, je pense que cette opération, si je puis dire, elle a des buts en termes de réserve biologique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les principales caractéristiques de ce site sur cet aspect-là? Alors, biodiversité, au niveau des habitats et des espèces présentes, je dirais qu'on a un petit peu un condensé dans Valbois de tout ce qu'on peut trouver en termes d'habitat dans la vallée de la Loue. Donc l'habitat, on va dire l'habitat principal, c'est la forêt, donc avec une diversité d'habitats forestiers, puisqu'on est dans une vallée, un vallon très très étroit, confiné, avec des oppositions de versants, c'est-à-dire avec des versants
du bac, plutôt à l'ombre, où là on va avoir des types de forêts différentes qui vont se développer. Et puis on a des forêts dites d'adrets, exposées au sud, avec d'autres types de forêts, d'autres types de végétation et d'autres types d'espèces animales. Donc la forêt est omniprésente à Valbois, enfin elle l'était beaucoup moins, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Les falaises, habitats rocheux, sont aussi bien représentés. On a aussi des sources, le ruisseau de Valbois, des suintements tufeux, et puis les pelouses. Vous avez dit un mot que peut-être que les auditeurs ne vont pas forcément comprendre. Les suintements tufeux. Oui, c'est des petits écoulements où du tuf se développe. Donc en fait, le tuf, c'est une réaction un peu chimique avec des végétaux qui absorbent du CO2, et puis on a des concrétions calcaires qu'on appelle du tuf. C'est assez fragile comme minéral finalement. Voilà, donc ça c'est joli. Ça c'est joli, c'est ce qu'on appelle les tufières aussi, et avec souvent des peuplements de bryophytes, des mousses qui se développent sur ces milieux-là. C'est bien, vous avez rattrapé. Des milieux très particuliers, voilà. Et puis l'autre habitat quand même, alors on a des prairies, Valbois, mais surtout, et c'est aussi ce qui a motivé à l'origine la création de la réserve naturelle, c'est des pelouses calcaires et des pelouses marnicoles. Pelouse marnicole dans les anciennes vignes et pelouse calcaire plutôt sur le plateau, quand on est sur la dalle, à Chassagne-Saint-Denis. Oui, vous avez répondu par avance à une de mes questions, c'est pourquoi ce site pourquoi ce site a été choisi? Parce qu'il y avait probablement d'autres sites potentiels dans la haute vallée de la Loue, si je puis dire. Tout à fait, le vallon de Norvaux qui est en fait parallèle au vallon de Valbois. Légèrement en aval. Légèrement en amont. Plutôt en amont. Par rapport au sens d'écoulement de la Loue. Par rapport au sens d'écoulement, vous avez raison. Il est en aval. Il est en amont quand on monte sur Amancé. Mais d'un point de vue de l'écoulement, effectivement, le ruisseau de Norvaux est en aval. Voilà, aussi un vallon qui a les mêmes orientations, un peu plus large quand même, qui serait également très intéressant, qui d'ailleurs mériterait d'être aussi en réserve naturelle. Voilà, c'est la deuxième partie de cette émission avec Emmanuel Cretin, qui est responsable de la vallée de Valbois. C'est un conservatoire. Alors on lui laisse la parole pour continuer, ou peut-être Paul-Marie? Oui, je pense que effectivement on vient d'avoir dans cette première partie, donc avant la pause musicale, le cadre général un petit peu de l'histoire. Bon, c'est peut-être un peu touffu, mais bon, on découvre. Je crois qu'il faut l'admettre comme ça. Est-ce que vous avez des éléments sur comment était le site avant le décret? Quand les premiers travaux ont démarré, quelles sont les principales contraintes qui se sont présentées, les difficultés, le rôle des acteurs locaux, comment ça s'est passé, et puis comment est-ce aujourd'hui? Mais ça, on pourra peut-être dans la deuxième partie, de cette deuxième partie, aborder le sujet. C'était comment avant? Alors, avant, d'ailleurs, c'est pourquoi on est dans une réserve naturelle, c'est parce que l'université y a travaillé. Il y avait notamment des professeurs, le professeur Réal et Jean-Claude Robert et Jean-Yves aussi, ont travaillé sur les pelouses de Chassagne. Notamment, il y a eu pas mal de travaux sur la botanique et l'entomologie, sur les insectes, voilà, qui ont démontré que finalement, il y avait une richesse sur ces pelouses calcaires parce que à la fois des espèces d'affinités méditerranéennes et d'affinités également montagnardes, puisque on est un petit peu à la transition entre les deux. Voilà. Et c'est ça qui a motivé la réserve. Le fait aussi que ça soit une propriété privée appartenant essentiellement à un seul propriétaire facilitait aussi probablement la mise en réserve. On traite avec 50 propriétaires, c'est pas la même chose. Oui, c'est plus compliqué. Voilà. Alors comment c'était avant? J'ai presque envie de dire, c'est pas propre à Valbois, mais propre à tout le paysage rural au niveau national et en vallée de la Loue. En gros, c'est des vallons et des plateaux qui étaient exploités par l'agriculture, où on avait une population à 99% qui était rurale, donc des milieux très ouverts. La forêt était, je dirais, à son minimum à l'époque en termes d'occupation de la surface. Et suite à l'exode, donc on avait de la vigne, on avait du pacage, du pâturage, même les forêts étaient pâturées, très souvent. On avait ce qu'on appelle des prébois, voilà. Et l'exode rural est arrivé, la Première Guerre mondiale également. En plus de ça, vous remontez très loin là, c'est pas juste avant. Voilà, c'est intéressant. Mais en tout cas, voilà, on avait plutôt un paysage qui était très ouvert, et suite à la déprise agricole, on a un vallon qui s'est refermé où la forêt a regagné de l'espace. Moi, je voudrais poser la question parce qu'on n'a encore pas entendu à Jean-Yves Cretin là. Comment c'était avant, puisque vous étiez un peu
dès l'origine, vous y étiez là. Oui. Quelles années c'était? Ça a commencé dans les années 70. Oui. Donc, ce qu'il faut imaginer aussi, c'est qu'il y avait une antériorité, en quelque sorte. Il y a Madame Potier à la Petite, c'était une chercheuse byzantine qui travaillait sur la végétation et qui a beaucoup prospecté dans la vallée de la Loue et qui a décrit des associations végétales très originales. Donc il y avait une antériorité des botanistes. Et puis, pas mal d'entomologistes avaient également prospecté l'ensemble de la vallée de la Loue, qui s'avérait extrêmement original. Il y avait, en particulier chez les papillons, il y avait vraiment des choses qui sortaient de l'ordinaire. Et quand Pierre Réal, donc, qui a été nommé professeur à Besançon dans les années fin 1960, a eu pour mission de chercher des endroits intéressants justement pour créer des réserves naturelles, il s'est aventuré... Naturellement tourné. Il s'est aventuré dans la vallée de la Loue, il a prospecté sans connaître les propriétaires, mais il a prospecté sur les sites qui avaient déjà été considérés comme remarquables d'un point de vue végétal. Et puis, en effet, il a trouvé des choses très originales, donc... mission a été donnée de faire la liste des... Enfin, la liste des plantes existait déjà, mais la liste des animaux qui pourraient se rencontrer dans une des reculées, dont Manu a fait la liste, a décrit rapidement tout à l'heure. Et on a donc été amené à aller inventorier, au début en particulier, en effet, les pelouses sèches. C'était probablement en pelouse et falaise, donc des milieux plutôt thermophiles, donc qui aiment le chaud et le sec, et qui rappellent les garrigues, finalement les garrigues du Midi. On a quand même à Chassagne une population, enfin je ne sais pas où elle en est, mais je crois qu'elle avait un peu décliné, une population d'un petit buisson épineux qui, pour en retrouver, il faut descendre plusieurs centaines de kilomètres vers le sud. Donc il y avait une originalité telle que si un jour on devait faire une réserve naturelle, ça aurait pu être là. Alors coup de chance, Pierre Réal était très dynamique. Et il a pu en effet rencontrer les propriétaires, en particulier le marquis dont on parlait tout à l'heure, à qui il a, ma foi, vendu le projet. Finalement, ça s'est déroulé apparemment pas trop mal, puisque le marquis pouvait continuer d'exploiter son terrain. Simplement, on visait à lutter contre un début de réenforestation, surtout de la région des pelouses. Pour la forêt du fond, on y a finalement fait assez peu d'investigations à l'origine. C'était vraiment les falaises et la pelouse. Et donc, les agriculteurs, au moins au début, mais ça, Emmanuel pourra nous en reparler aussi dans la manière dont ça s'est déroulé par la suite, les agriculteurs n'y voyaient pas forcément d'inconvénients, puisqu'il n'y avait pas d'impératif, ils n'avaient pas, la productivité était ce qu'elle était, ils savaient qu'ils n'allaient pas en tirer des 1000 et des 100. Donc ça s'est bien organisé. On y a fait des recherches approfondies. Il y a eu des parties de thèse qui se sont déroulées sur place. Une fois que le protocole, le principe de la réserve a été acté, il y a tout un ensemble d'autres préoccupations qui sont arrivées, comment faire le réaménagement, etc. Donc il y a eu une initiation, en effet, scientifique. On a conduit la même chose dans un certain nombre d'autres milieux, puisqu'on avait mission de chercher des endroits plutôt méridionaux, pour essayer d'en faire la protection, et puis des endroits plutôt nordiques, donc les tourbières, pour là aussi envisager une protection.
Et donc on a participé également au développement de la réserve de Remoret. Donc ça s'est fait de façon très naturelle, très normale. Hein. On a fait, en effet, comme on dit, des listes de plantes et d'animaux en mettant en évidence leur originalité. Et puis, c'est ce qui a créé le corpus permettant de dire il faut maintenir ça en état parce que c'est original. Donc dans les faits, c'est la construction d'un support à la fois d'enseignement, mais surtout aussi scientifique. Oui, je pense. Là, je redonne la parole à Emmanuel. Oui, tout à fait. Dans les faits, comment ça se passe le processus scientifique s'est poursuivi très efficacement, puisque dans les 2 réserves dont je parlais, il y a des entomologistes, puisqu'on a surtout développé l'idée du côté de l'entomologie, même si les oiseaux, les reptiles entrent en ligne de compte. Mais les entomologistes des réserves de Franche-Comté sont maintenant des gens très pointus au niveau national. Et reconnus. Emmanuel. Et comment ça se passe aussi entre les naturalistes, les écologues, les partenaires? Alors déjà dans une réserve naturelle, il y a une réglementation, donc il y a des choses qu'on peut faire ou pas faire. Voilà. La particularité de Valbois, quand même, il faut le dire, la réserve reste chassée, puisque le propriétaire à l'époque avait souhaité que la chasse continue, et il y a une partie de la forêt qui est exploitée. Ça, c'est quand même le dire. Mais il y a une partie, effectivement, le fond du vallon est en libre évolution. On y reviendra peut-être tout à l'heure. On en parlera dans une autre émission. Dans le plan de gestion, évidemment, il y a différentes choses qui sont écrites. C'est un plan de gestion sur 10 ans. Et donc, évidemment, il y a de la gestion, mais il y a aussi du suivi et du scientifique. On fait partie de l'Observatoire des forêts comtoises, la réserve naturelle. Donc, il y a une collaboration forte maintenant avec le laboratoire Chrono-Environnement, parce que cette forêt en libre évolution, on la suit. On la suit sur certaines espèces. On la suit aussi avec un protocole dendrologique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le PSDRF. On va étudier comment les arbres évoluent, les différentes strates, comment la régénération évolue, le bois mort aussi, les quantités de bois mort au sol. Voilà, là on s'aperçoit au bout de 25-30 ans qu'on a beaucoup plus de bois mort au sol. En partie parce qu'on a laissé en libre évolution la forêt, mais aussi parce qu'avec le dépérissement forestier, on a là un apport de bois important lié par exemple à la calarose du frêne, avec les frênes qui sont dépérissants. Voilà, donc là on a des suivis scientifiques et on se fait évidemment accompagner par des chercheurs parce que nous on n'est pas, on sait pas tout, bien entendu. PSDRF. Ouais, c'est le sauvegarde. Non, c'est un protocole de suivi dendrologique des réserves forestières. Donc c'est un protocole qui a été mis en place par Réserve naturelle de France dans les réserves forestières en fait. Voilà. Oui. Ça permet d'étudier l'évolution de ces forêts, du bois mort et des micro-habitats, des dendro-micro-habitats. Ok. Voilà. Bien, ben voilà, on a parcouru je dirais un premier volet qui permettra, j'espère, aux auditeurs de comprendre un petit peu quel est ce programme, à quoi il sert, sa valeur, et on va aller plus loin lors de l'émission qui sera diffusée la semaine prochaine. Je vous remercie.